Votre rapport est une camelote obsolète, Harry le fils du PDG. J'ai protégé leur argent pendant 12 ans. Il a déchiré mon avertissement de 50 pages et l'a jeté à la poubelle. Le lendemain matin, les investisseurs lui ont fait lire la page 4. En lisant la première phrase, son visage est devenu blanc. Une clause cachée lui a coûté 45 millions de dollars. La salle de conférence exécutive aux parois de verre au 42e étage de Beacon Ridge Capital était complètement silencieuse. Dehors, le ciel matinal au-dessus du quartier financier était d'un gris ardoise, se reflétant sur la table en acajou poli où 12 cadres supérieurs étaient assis dans des costumes sur mesure. À la tête de la table se trouvait notre président-directeur général, Charles Thorne. Aujourd'hui était la dernière session de préparation avant de présenter notre nouveau fonds institutionnel phare de 200 millions de dollars à Gallagher Holdings, le plus grand groupe d'investissement du secteur. Je m'appelle Rachel Holloway. J'ai 39 ans et, en tant que responsable de la gouvernance des risques et du portefeuille, j'ai passé 12 ans à construire l'architecture de risque de cette entreprise à partir de zéro. Chaque cadre réglementaire, chaque norme de conformité et chaque protocole de sécurité protégeant l'argent de nos clients a été rédigé de mes propres mains. Je sais d'où vient chaque dollar dans cette entreprise. Et plus important encore, je connais chaque règle juridique qui maintient cette entreprise hors de la prison fédérale. La lourde porte en verre des polices est ouverte avec 20 minutes de retard. Bradley Thorne est entré. Bradley avait 32 ans, portait un costume de créateur à 5 000 $, et se comportait avec la confiance bruyante et imméritée d'un homme qui n'avait jamais fait face à une seule conséquence de toute sa vie. Il y a 3 mois, son père l'avait nommé vice-président de la stratégie, court-circuitant 3 associés principaux qui avaient passé des décennies dans les tranchées. Bradley n'avait aucune expérience opérationnelle, aucune connaissance en conformité et aucune compréhension de la gouvernance des risques, mais il avait le bon nom de famille. Bradley ne s'est pas excusé d'être en retard. Il a laissé tomber sa mallette en cuir sur la table en acajou avec un bruit sourd, a tiré une chaise et m'a regardé directement avec un sourire narquois. « Rachel » a-t-il dit en agitant négligemment la main. « Dites-moi que vous avez apporté quelque chose de mieux que ces interminables divulgations légales. Les investisseurs veulent de la vision, pas une encyclopédie de ce qui pourrait mal tourner. » Je n'ai pas scié. J'ai pris la pile de documents reliés posés devant moi et les glissés sur la table vers lui. « Ceci est mon rapport d'audit des risques de 50 pages, ai-je dit calmement. Il expose les garanties d'actifs strictes requises par la conformité institutionnelle avant que nous puissions prendre 80 millions de dollars de Gallagher Holdings. Il requiert ma signature officielle ainsi que la vôtre avant que tout matériel de présentation ne soit envoyé aux investisseurs. » Bradley a regardé l'épais rapport comme si c'était une serviette sale. Il l'a pris avec 2 doigts, a ouvert la page de couverture et a laissé échapper un rire fort et théâtral qui a résonné dans la salle de conférence silencieuse. 50 pages de paperasse, a ricané Bradley, regardant les autres cadres dans la pièce pour se constituer un public. C'est pourquoi cette entreprise stagne, Rachel. Vous êtes embourbé dans des mesures de dinosaures. Vous êtes terrifié par la croissance moderne. Pendant que vous passiez 3 semaines à écrire ce roman, mon équipe a construit un modèle moderne de projection d'actifs piloté par l'IA qui remplace toute cette camelote obsolète. Avant que quiconque dans la pièce ne puisse parler, Bradley a pris le classeur de 50 pages dans ses 2 mains. D'un mouvement sec et soudain, il a déchiré le document tout le long de la tranche. Il a froissé le papier épais en une boule serrée et désordonnée. Puis, avec un large sourire, il l'a jeté à travers la pièce. La lourde liasse de papier a heurté le fond de la poubelle en acier inoxydable dans le coin avec un grand bruit métallique. Quelques cadres ont eu un hoquet de surprise. 2 associés principaux ont baissé les yeux sur leur carnet, complètement mortifiés, mais personne n'a dit un mot. Bradley s'est adossé à son fauteuil en cuir, croisant les bras. « Voilà, a-t-il dit. Le rapport de risque est réglé. À l'avenir, nous utiliserons mes projections. Plus de retard bureaucratique. » J'ai tourné lentement la tête vers Charles Thorne, m'attendant à ce que le président-directeur général d'une grande société d'investissement discipline son fils pour avoir détruit un audit de conformité officiel devant toute son équipe de direction. Au lieu de cela, Charles s'est penché en arrière, un sourire fier se dessinant sur son visage. Il m'a regardé avec des yeux froids et condescendants. « Vous l'avez entendu, Rachel, a dit Charles doucement, sa voix dégoulinante de condescendance. Le marché évolue vite maintenant. Il est temps pour vous de prendre du recul et de laisser le sang neuf innover. Nous n'avons pas besoin de votre approbation sur ce coup-là. » La pièce est restée complètement silencieuse.
Bradley m'a regardé avec un triomphe absolu, convaincu qu'il venait de me briser publiquement, d'établir sa domination et de me pousser hors de son chemin. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas frappé la table de ma main. Je n'ai pas laissé une seule larme paraître dans mes yeux. J'ai simplement joint mes mains, regardé Bradley droit dans les yeux et lui ai fait un signe de tête poli et subtil. Compris, ai-je dit tranquillement. Ce que Bradley Thorne et son père ne comprenaient pas, c'était la formulation précise de nos statuts de partenariat. La page 4 de ce rapport contraignant contenait l'attestation de responsabilité personnelle obligatoire exigée par Gallagher Holdings. En détruisant le rapport et en refusant de me laisser signer en tant que directrice de la conformité, Bradley n'avait pas éliminé la règle juridique. Il avait déclenché une clause de défaut en présentant ses propres chiffres sans ma signature. Bradley s'était légalement dépouillé de son bouclier d'immunité d'entreprise et avait transféré chaque once de fausses déclarations financières directement sur ses propres épaules. Il pensait avoir jeté mon rapport à la poubelle. En réalité, il venait de signer son propre arrêt de mort financier. Le lendemain matin, à 8 heures précises, j'ai été convoqué au bureau d'angle du dernier étage. Charles Thorne était assis derrière son immense bureau en obsidienne, sirotant un café noir. À travers les baies vitrées derrière lui, tout l'horizon de la ville s'étendait sous le soleil éclatant du matin. Il ne m'a pas offert de siège. Rachel, commença Charles, sans prendre la peine de lever les yeux de sa tablette. Après la session d'hier, il est clair pour moi que votre état d'esprit ne correspond plus à la vision tournée vers l'avenir que Bradley est en train d'établir pour Beacon Ridge Capital. Vous êtes trop rigide. Vous créez des frictions inutiles. J'applique la conformité réglementaire, Charles, ai-je répondu, en gardant un ton parfaitement neutre. C'est ce qui protège cette entreprise du désastre financier. Nous n'avons pas besoin de protection contre le progrès, a coupé froidement Charles. Avec effet immédiat, votre poste de responsable des risques est restructuré. Bradley a besoin d'une voix dégagée pour la présentation à Gallagher afin de s'assurer qu'il n'y ait plus de perturbations. Votre habilitation administrative est révoquée et vous êtes réaffecté à notre espace de bureau secondaire. Par espace de bureau secondaire, Charles entendait le sous-sol. 2 étages sous le niveau du sol, après les serveurs informatiques et les locaux techniques, se trouvait une petite pièce sans fenêtre avec des murs en béton apparent et des néons qui bourdonnaient comme des insectes piégés. Il me retirait mes privilèges de communication directe avec les investisseurs et me bannissait dans l'obscurité pour que je ne puisse pas avertir Gallagher Holdings des projections non testées de Bradley. Remettez vos clés de cryptage, maître, a ordonné Charles en tendant la main. L'équipe de Bradley a besoin d'un contrôle total sur le portail central pour télécharger les nouveaux documents pour les investisseurs. Sans un seul mot de protestation, j'ai mis la main dans ma veste, j'ai sorti la clé USB argentée cryptée contenant mes identifiants administratifs, maître, et je l'ai posée sur son bureau. Emballez vos affaires personnelles avant midi, a ajouté Charles. Vous resterez au sous-sol jusqu'à la clôture du tour de table de Gallagher. Si vous parlez à des partenaires externes ou à la presse, vous serez licencié pour faute grave et poursuivi pour rupture de contrat. Je comprends, Charles, ai-je dit calmement. 10 minutes plus tard, je marchais dans le couloir moquetté en portant une seule boîte en carton contenant ma lampe de bureau, une photo encadrée et un carnet. Les employés détournaient le regard à mon passage, terrifiés à l'idée que me parler puisse ruiner leur propre carrière. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur et je suis descendu jusqu'au sous-sol. La pièce sentait le papier rassis et l'huile de moteur. J'ai posé ma boîte sur le bureau en métal, j'ai branché mon ordinateur portable et j'ai fermé la porte. Charles et Bradley croyaient m'avoir complètement réduite au silence. Ils supposaient qu'en me prenant mes clés de cryptage, maître, et en me bannissant au sous-sol, j'étais totalement impuissante. Mais ils avaient commis une erreur fondamentale sur le fonctionnement des réseaux d'entreprise. Quand j'ai conçu l'infrastructure de conformité de Beacon Ridge Capital il y a 6 ans, je n'ai pas construit une seule porte d'entrée. En tant que responsable des risques, la loi fédérale m'obligeait à maintenir un canal d'audit sécurisé en lecture seule directement connecté au coffre-fort de la Security and Exchange Commission. C'était un système de sauvegarde immuable conçu pour suivre les données internes falsifiées par des dirigeants corrompus. Il ne nécessitait pas de clés administratives, maître. Il était codé en dur dans mon identifiant personnel d'employé. Je me suis connecté au portail en lecture seule et j'ai ouvert le jeu de présentation fraîchement téléchargé par Bradley pour Gallagher Holdings. En parcourant son grand livre financier révisé, j'ai eu la nausée, mais un sourire froid s'est dessiné sur mon visage. Ce que Bradley avait fait allait bien au-delà de l'arrogance de dirigeant.
Enfoui au plus profond du portefeuille d'actifs du fonds, caché sous une société écran complexe répertoriée comme Emerging Tech Yield Holdings, se trouvaient 45 millions de dollars de dettes toxiques et irrécouvrables. C'était le montant exact de la perte totale du projet d'investissement en crypto-monnaie offshore raté de Bradley 18 mois plus tôt, un embarras personnel que son père l'avait aidé à dissimuler. Bradley tentait de déverser sa perte personnelle de 45 millions de dollars directement dans le nouveau fonds, forçant Gallagher Holdings à absorber son échec personnel sous le couvert d'actifs technologiques à haut rendement. Il commettait une fraude financière flagrante de plusieurs millions de dollars, et il venait de télécharger la preuve directement dans un système que je contrôlais. J'ai ouvert un dossier local crypté, j'ai lancé une exportation de transactions horodatées et j'ai regardé chaque fichier s'enregistrer silencieusement sur mon disque dur externe hors ligne. Pour comprendre pourquoi l'acte d'arrogance de Bradley Thorne dans cette salle de conférence était une erreur catastrophique, il faut comprendre une protection juridique spécifique que j'ai intégrée à notre entreprise il y a 4 ans. Lorsque Beacon Ridge Capital s'est développé dans les investissements institutionnels, notre conseil d'administration m'a demandé de rédiger la charte de partenariat fondamental. Je savais qu'un jour, des dirigeants avides pourraient essayer de jouer avec l'argent des clients. J'ai donc écrit un mécanisme caché directement dans notre cadre de conformité standard. Ce mécanisme se trouvait à la page 4 de chaque document d'audit des risques maîtres. Dans les dépôts d'entreprise standard, la page 4 est généralement l'endroit où les gens s'attendent à voir des descriptions juridiques ennuyeuses et du texte administratif de routine. La plupart des dirigeants paresseux la tournent sans lire une seule phrase. Mais le texte que j'ai rédigé à la page 4 contenait 2 déclencheurs juridiques très spécifiques et non négociables en vertu de la loi fédérale sur les investissements. Le premier déclencheur stipulait que si une présentation de fonds institutionnels était soumise sans la signature écrite explicite du directeur de la conformité, le dirigeant présentant la présentation devenait automatiquement le seul garant personnel de chaque chiffre financier présenté. Selon la loi, il certifiait sous peine de parjure que chaque valeur d'actif, projection et registre de dette était 100% exact. Le deuxième déclencheur était encore plus sévère. La page 4 stipulait explicitement que si un dirigeant introduisait une dette non vérifiée ou toxique dans une offre institutionnelle sans divulgation écrite complète aux investisseurs, ce dirigeant perdait toutes les protections d'indemnisation de l'entreprise. En termes simples, le bouclier juridique de l'entreprise ne pouvait pas les protéger. Il devenait personnellement, civilement et pénalement responsable de chaque dollar perdu. Quand Bradley a attrapé mon rapport d'audit imprimé de 50 pages, l'a froissé en boule et l'a jeté dans la poubelle en acier inoxydable, il pensait qu'il jetait mon autorité. Il croyait qu'en détruisant mon rapport physique et en révoquant mon accès au portail administratif, il supprimait entièrement les règles. Il avait complètement tort. Parce que Bradley a révoqué mon portail de signature numérique, le système interne a automatiquement enregistré mon statut d'approbation de conformité comme manquant. Lorsque notre serveur central détecte une signature de conformité manquante sur un fonds institutionnel, il se rabat automatiquement sur le modèle maître obligatoire du coffre-fort de la SEC. Ce modèle maître est légalement requis pour toutes les offres de fonds de plusieurs millions de dollars et est intégré directement dans la structure de ce modèle de coffre-fort verrouillé. Codé en dur au centre exact du dossier de l'investisseur se trouvait la page 4. Si Bradley m'avait permis de signer le rapport original, mon équipe aurait passé 3 jours à travailler sur les chiffres avec lui. Nous l'aurions forcé à retirer la mauvaise dette en toute sécurité, en ajustant les projections à des niveaux réalistes. Cela aurait été inconfortable pour lui, mais cela l'aurait maintenu dans la légalité. Au lieu de cela, son besoin puéril de m'humilier devant le conseil d'administration l'a piégé dans son propre mensonge. En me retirant mon habilitation et en choisissant de télécharger ces chiffres truqués directement dans le système, Bradley ne contournait pas la conformité. Il forçait le système automatisé à intégrer la page 4 directement dans les dossiers de contrats-maîtres finaux reliés en cuir qui étaient imprimés pour les investisseurs. Il entrait littéralement dans la plus grande présentation de sa carrière avec une clause d'auto-accusation signée à l'intérieur de son dossier de présentation. Dans mon bureau du sous-sol, j'étais assise sous les néons bourdonnants et je surveillais le registre du réseau. J'ai regardé le système de coffre-fort maître finaliser l'assemblage PDF pour les classeurs des investisseurs. La page 4 était intégrée de manière transparente à la page 4/48. Complètement intacte et complètement contraignante. Je n'ai pas essayé d'arrêter le téléchargement. Je n'ai pas envoyé d'email en colère à Charles. J'ai simplement cliqué sur un seul bouton pour m'assurer que le registre local du coffre-fort de la SEC restait entièrement synchronisé avec le portail des investisseurs institutionnels. Bradley pensait m'avoir réduite au silence. En réalité,
Il venait de s'enfermer dans une cage de sa propre fabrication, et je tenais la clé. À 3 jours du sommet international des investisseurs, l'atmosphère aux étages de la direction au-dessus de moi ressemblait à un cirque. Même depuis le sous-sol, je pouvais entendre les changements qui se produisaient dans l'entreprise. Bradley avait engagé une équipe de designers d'intérieur pour entièrement démolir et redécorer son bureau d'angle, mettant des canapés en cuir à 20 000 $ et un éclairage personnalisé sur sa carte de crédit d'entreprise. Il a commandé des caisses de champagne millésimées chères à livrer à son département, organisant des célébrations nocturnes pour ses analystes juniors. Chaque fois que les employés demandaient où j'étais passé, Bradley leur disait en riant que j'avais été licencié pour incompétence grave parce que je ne pouvais pas supporter le rythme rapide de la stratégie d'investissement moderne. Je l'ai laissé répandre ces rumeurs. Dans les batailles d'entreprise, un ennemi qui croit avoir déjà gagné est l'ennemi le plus facile à détruire. Pendant que Bradley choisissait des meubles en cuir, j'exécutais mon devoir légal obligatoire en tant que responsable de la gouvernance du portefeuille. J'ai pris mon téléphone et j'ai passé un appel direct à Warren Gallagher. Warren Gallagher avait 71 ans et était l'associé directeur principal de Gallagher Holdings. C'était une légende de l'industrie, impitoyable et aux yeux perçants, qui gérait plus de 12 milliards de capitaux privés. Il contrôlait 80 millions de dollars du capital entrant du fonds pour notre nouvelle présentation. Warren ne se souciait pas des présentations tape à accent grave-l'œil ou des discours de vente fluide. Il se souciait des faits concrets, des structures juridiques hermétiques et de l'honnêteté absolue. Rachel, a dit Warren, sa voix grave et rocailleuse sortant du récepteur. On m'a dit que vous étiez absente du bureau cette semaine. Je travaille sur une mission spéciale, Warren, ai-je dit, en gardant mon ton sec et strictement professionnel. Je n'ai pas prononcé un seul mot de plainte concernant ma rétrogradation. Je n'ai pas mentionné avoir été envoyé au sous-sol, ni accusé Bradley de m'avoir manqué de respect. Se plaindre vous fait paraître faible, mais les faits vous rendent mortel. J'appelle pour compléter ma notification de gouvernance obligatoire concernant la prochaine présentation du fonds. Je vous écoute, a dit Warren, son ton s'aiguisant instantanément. Veuillez noter que la signature préliminaire des risques pour le nouveau fonds n'a pas été exécutée manuellement par mon bureau, ai-je déclaré clairement. L'offre se déroule selon le protocole automatisé du coffre-fort de la SEC, certifié directement et personnellement par notre vice-président de la stratégie, Bradley Thorne. Il y a eu une longue pause sur la ligne. Un homme comme Warren Gallagher n'avait pas besoin d'une explication détaillée pour comprendre ce que cela signifiait. Il connaissait notre charte de partenariat. Il savait qu'un dépôt automatisé dans le coffre-fort signifiait que l'agent présentateur assumait l'entière responsabilité personnelle pour chaque actif du portefeuille. Le contrat maître de la SEC est-il synchronisé dans notre portail, a demandé Warren tranquillement. Il a été synchronisé il y a 2 heures, ai-je répondu. Votre équipe juridique a un accès direct à la copie officielle du coffre-fort, y compris les avenants de risque maître. Merci, Rachel, a simplement dit Warren. Je demanderai à mon conseiller juridique principal d'examiner personnellement le classeur maître avant le sommet. Passez une bonne journée, Warren, ai-je dit et j'ai raccroché le téléphone. L'arme était maintenant entièrement chargée et pointée directement sur Bradley Thorne. Il ne restait plus qu'à Bradley à appuyer lui-même sur la gâchette. Cet après-midi-là, j'ai pris une dernière mesure pour protéger ma propre position. J'ai engagé un avocat indépendant de premier plan en contentieux des affaires nommé Arthur Vance. J'ai rencontré Arthur dans un café tranquille à 3 pâtés de maison du bureau pendant ma pause déjeuner. J'ai remis à Arthur une clé USB cryptée contenant mon rapport de risque original de 50 pages, les journaux horodatés de Bradley le jetant à la poubelle, les registres de transactions montrant les 45 millions de dollars de dettes crypto cachées, et une copie de mon ordre de réaffectation au sous-sol. Arthur a regardé les fichiers sur son ordinateur portable, un lent sourire d'appréciation se dessinant sur son visage. Rachel, a-t-il dit en fermant l'écran de l'ordinateur portable. Ce n'est pas seulement des représailles au travail. C'est un cas d'école de lanceur d'alerte avec une fraude d'entreprise criminelle en prime. S'il tente de vous licencier ou de réduire votre participation au capital lorsque cela explosera, je peux geler l'intégralité de leur trésorerie d'entreprise en 2 heures. Je ne veux pas geler la trésorerie, Arthur, ai-je dit tranquillement, en prenant une gorgée de mon thé. Je veux le contrôle total de la gouvernance lorsque la poussière sera retombée. Considérez que c'est fait, a répondu Arthur. Je suis retourné au bureau du sous-sol, je me suis assise à mon bureau en métal et j'ai attendu. À l'étage, Bradley ouvrait une autre bouteille de champagne. En bas, je me préparais pour la chute finale.
La veille du sommet international des investisseurs, l'excès de confiance de Bradley a atteint un niveau presque pénible à regarder. L'entreprise a organisé un dîner obligatoire dans la salle de bal principale de l'hôtel Regency du centre-ville. La pièce était remplie de lustres en cristal, de fleurs coûteuses et de jazz doux joués par les haut-parleurs. Presque tous les employés seniors, partenaires et membres du conseil d'administration étaient présents, sirotant du vin et célébrant ce qu'ils croyaient être une manne à venir. Vers le milieu de la soirée, Charles Thorne est monté sur la petite scène à l'avant de la salle. Il a tapoté son verre avec une cuillère en argent, ramenant le silence dans la salle. Ce soir, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère pour Brecon Ridge Capital, a annoncé Charles, sa voix résonnant de fierté. Demain, nous concluons un engagement de 80 millions de dollars de Gallagher Holdings. Et grâce à ce succès massif, j'annonce officiellement ce soir qu'à la clôture de ce fonds, je quitterai mon poste de PDG et nommerai mon fils Bradley Thorne comme mon successeur. La salle a éclaté en applaudissements polis, bien que plusieurs associés principaux aient semblé visiblement mal à l'aise. Bradley est monté sur scène, prenant le micro de son père. Il n'a pas remercié le personnel ni reconnu le travail acharné de l'équipe. Au lieu de cela, il a utilisé son discours pour régler de vieux comptes. Quand j'ai pris la direction de la stratégie il y a 3 mois, a dit Bradley, souriant d'un air suffisant dans le microphone. Certaines personnes m'ont dit que nous devions être prudents. On m'a dit que les anciens cadres de risque et les règles de conformité timides étaient nécessaires, mais les gens timides ne bâtissent pas d'empire. Ces politiques de dinosaures nous freinaient. Demain, mon nouveau modèle garantit à nos investisseurs un rendement annuel de 35%. Il l'a dit à voix haute devant 70 personnes. Un rendement garanti de 35% tout en cachant complètement les 45 millions de dollars de dettes crypto-toxiques enfouies dans la liste des actifs. À ce moment précis, j'ai franchi les doubles portes au fond de la salle de banquet pour récupérer un dossier administratif du bureau latéral. Je portais un simple blazer, avec l'intention de prendre mes papiers et de partir tranquillement. Bradley m'a vu debout près de la porte. Il s'est arrêté de parler en pleine phrase. Un sourire cruel et arrogant s'est dessiné sur son visage alors qu'il ajustait son microphone. « Sécurité » a crié Bradley fort, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. « Veuillez escorter le personnel non exécutif hors de la salle. Nous avons des clients de grande valeur et des membres du conseil d'administration dans cette pièce, et nous ne pouvons pas avoir d'anciens employés qui errent et gâchent l'atmosphère. » Un silence lourd et inconfortable est tombé sur toute la pièce. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Charles Thorne se tenait près de la scène, hochant la tête avec une froide approbation. 2 gardes de sécurité de l'hôtel se sont approchés de moi poliment. « Madame » a murmuré doucement l'un d'eux, l'air embarrassé de devoir le faire. « Nous devons vous demander de sortir. » Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas fait de crise ni montré la moindre trace d'embarras. J'ai regardé le garde de sécurité, j'ai souri gentiment et j'ai hoché la tête. « Bien sûr, ai-je dit tranquillement. Merci de faire votre travail. » Je me suis retourné et j'ai quitté la salle la tête haute. Bradley se tenait sur scène, ricanant dans son microphone, complètement convaincu qu'il venait de démontrer un pouvoir exécutif ultime sur moi. Ce que Bradley ne réalisait pas, c'est qui était assis aux tables dans l'ombre près du fond de cette salle. Assis à seulement 3 tables de la porte se trouvaient 3 membres secrets du comité d'audit interne de notre conseil d'administration ainsi que l'examinateur en chef de la conformité de Gallagher Holdings. Ils venaient de regarder le futur PDG faire des promesses de rendement frauduleuses explicites enregistrées tout en humiliant publiquement la responsable de la gouvernance de l'entreprise pour avoir tenté de faire respecter la loi. Bradley pensait qu'il affirmait sa domination. En réalité, il venait de donner à chaque auditeur dans la salle le motif exact dont ils avaient besoin pour démolir sa présentation. Le lendemain matin à 9 h, la grande salle de bal Regency était comble. Plus de 40 délégués institutionnels, partenaires de Capital Investissement, membres du conseil d'administration et représentants légaux étaient assis sur des rangées de chaises polies face à la scène principale. À l'avant de la salle se trouvaient 2 immenses écrans de projection double affichant le logo de Brecon Ridge Capital. J'ai pris place tout au fond, vêtu d'un simple tailleur sombre. Je me suis assise tranquillement, un carnet à la main, ressemblant à rien de plus qu'une observatrice intéressée. Bradley Thorne s'est avancé vers le podium. Il ressemblait à un cadre flambeur de manuel, portant un costume 3 pièces sur mesure, une cravate en soie et une montre en or qui captaient les lumières vives de la scène. Son père, Charles, se tenait près du premier rang, les bras croisés,
rayonnant comme un roi sur le point de voir son fils prendre la couronne. Bradley a lancé sa présentation. Elle était à pas accent grave-l'œil, rapide et pleine de mots à la mode du monde de l'entreprise. Il a parlé sans fin d'algorithmes de marché automatisés, de projections de rendement dynamique et de stratégies de croissance révolutionnaire. Diapositive après diapositive défilaient sur les écrans de projection, montrant des graphiques en hausse et des attentes de profit massifs. Mais alors qu'il atteignait la moitié de son exposé, Bradley a fait le geste que je savais qu'il ferait. Il a complètement sauté la section sur les risques. Il n'a pas affiché les divulgations de conformité. Il n'a pas couvert les garanties d'adossement d'actifs. Il a simplement cliqué pour passer les textes juridiques, traitant le cadre réglementaire obligatoire comme s'il n'existait pas. Et donc, a conclu Bradley, sortant de derrière le podium pour s'adresser directement à la salle. Nos projections montrent un rendement indiscutable de 35% pour tous les partenaires institutionnels fondateurs. Nous sommes prêts à exécuter les accords cadres aujourd'hui. Il a souri, attendant que la salle éclate en applaudissements. Au lieu de cela, un homme grand et distingué au premier rang s'est levé. C'était Warren Gallagher. Warren était vêtu d'un costume anthracite foncé, tenant un épais classeur relié en cuir sombre dans ses mains. C'était le classeur de contrat cadre officiel tiré directement du coffre-fort sécurisé de la SEC. Son visage était froid, dur et entièrement illisible. Monsieur Thorne, a dit Warren, sa voix profonde se propageant facilement à travers la salle de bal silencieuse sans l'aide d'un microphone. Avant de discuter de l'exécution, j'ai quelques questions concernant votre adossement d'actifs. Le sourire de Bradley s'est légèrement figé, mais il a rapidement retrouvé sa posture charmante. Bien sûr, Monsieur Gallagher, nos projections sont entièrement validées par notre équipe d'analyse interne. Je ne pose pas de questions sur votre équipe d'analyse, Bradley, a coupé Warren, s'avançant vers la scène. Je regarde le dépôt de conformité m'être stocké dans le coffre-fort de la SEC. Vous venez de promettre à cette salle un rendement garanti de 35%. Pourtant, la page 12 de ce contrat maître montre 45 millions de dollars alloués à des avoirs offshore non vérifiés sans aucune garantie. Un léger murmure a parcouru la salle. Charles Thorne s'est rapidement avancé, essayant d'arranger les choses. Warren, s'il vous plaît. Ce n'est qu'un rembourrage juridique administratif standard requis pour la flexibilité des marchés émergents. Je ne vous parle pas, Charles, a dit froidement Warren, faisant taire le PDG sans même tourner la tête. Il a gardé les yeux rivés sur Bradley. Bradley a ri nerveusement, essuyant une fine couche de sueur de son front. Écoutez, Monsieur Gallagher. Ce classeur contient du remplissage administratif obsolète rédigé par notre ancien personnel de conformité avant que je ne restructure le département. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de ce texte passe-partout juridique. Warren Gallagher a fixé Bradley pendant 5 longues et angoissantes secondes. Le silence dans la salle de bal est devenu suffocant. Texte passe-partout juridique obsolète, a demandé doucement Warren. Warren a lentement ouvert l'épais classeur en cuir dans ses mains, se tournant directement vers la page 4. Il a levé les yeux, ses yeux bleus transperçant Bradley. Monsieur Thorne, a dit Warren, sa voix tombant dans un registre d'acier pur. Éloignez-vous de votre diaporama. Connectez votre ordinateur portable aux écrans de projection double principaux. Ouvrez le document officiel du coffre-fort de la SEC et lisez la page 4 à voix haute à chaque investisseur dans cette salle. Un silence lourd et suffocant s'est installé dans la grande salle de bal Regency. On pouvait entendre le faible bourdonnement du climatiseur et la respiration nerveuse de 40 investisseurs fortunés assis sur leurs chaises. Bradley se tenait figé au podium. La couleur avait complètement quitté son visage, le laissant pâle et fantomatique sous les dures lumières de la scène. Ses mains tremblaient si violemment que lorsqu'il a tendu la main pour toucher la souris de son ordinateur portable, il a failli renverser son verre d'eau. Charles Thorne s'est précipité vers l'avant de la scène, le front luisant de sueur. Il a essayé de se glisser entre Warren Gallagher et son fils, levant les deux mains dans une tentative désespérée de reprendre le contrôle. Warren, s'il vous plaît, soyons raisonnables, a dit Charles, sa voix s'efforçant de paraître calme et conversationnelle. Il n'est pas nécessaire de faire une scène devant nos précieux partenaires. La page 4 n'est qu'un texte réglementaire standard écrit dans un jargon juridique administratif sec. La lire à voix haute est une perte de temps institutionnelle. Nous pouvons examiner toute question administrative en privé dans mon bureau après le déjeuner. Warren Gallagher n'a même pas regardé Charles. Il l'a contourné, gardant ses yeux bleus glacials fixés directement sur Bradley.
Si la page 4 n'est pas projetée sur ses écrans et lue à voix haute tout de suite, a dit Warren, sa voix sonnant comme de la glace qui se craquelle, Gallagher Holdings retire ses 80 millions de dollars de cette entreprise avant midi. Et j'appellerai personnellement les régulateurs fédéraux pour lancer un audit pénal d'urgence de votre bilan. La menace flottait dans l'air comme un poids lourd. Charles a cessé de parler immédiatement. Sa bouche s'est légèrement ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Il a reculé lentement, l'air complètement défait. Les doigts de Bradley tremblaient alors qu'il tapait sur son clavier. Il a minimisé sa présentation de diapositives flashy et colorées et a ouvert le document PDF maître stocké dans le portail du coffre-fort de la SEC. Il a fait glisser la fenêtre sur les écrans de projection double pour que chaque personne dans la salle de bal puisse la voir. L'entête bleu foncé du document officiel du coffre-fort du gouvernement est apparu bien au-dessus de la scène. Bradley a fait défiler la page de couverture, l'aperçu exécutif et la table des matières. Il s'est arrêté à la page 4. Lisez-la, Bradley a ordonné Warren depuis le premier rang. Commencez par le premier paragraphe, lisez chaque mot. Bradley s'est éclairci la gorge, mais sa voix s'est brisée dès la première syllabe. Il a dû faire une pause, prendre une courte inspiration et réessayer. Conformément à la section 4B de la Charte de gouvernance institutionnelle, a balbutié Bradley, sa voix fine et craquante à travers les haut-parleurs de la salle de bal. Toute présentation de fonds institutionnels livrée sans l'approbation signée écrite explicite du directeur de la conformité constituera un engagement personnel absolu de la part de l'agent présentateur. Il s'est arrêté, fixant l'écran avec une horreur pure alors que ses yeux enregistraient ce qu'il lisait à voix haute. Continuez à lire, a dit froidement Warren. L'agent présentateur a murmuré Bradley, ses mains tremblant contre le podium, certifie personnellement l'exactitude mathématique de tous les actifs listés sous peine de parjure. Dans le cas où une dette non vérifiée ou des passifs toxiques seraient introduits dans le fonds sans divulgation écrite préalable aux investisseurs, l'agent présentateur renonce à toutes les protections d'indemnisation de l'entreprise et assume l'entière responsabilité personnelle, civile et pénale pour toutes les pertes associées. Un hoquet de surprise aiguë a résonné à travers la salle de bal. 2 membres seniors du conseil d'administration se sont levés de leur chaise, fixant l'écran de projection avec une incrédulité totale. La sueur de Bradley coulait maintenant sur sa cravate en soie, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Ses yeux étaient rivés sur le registre de divulgation obligatoire joint au bas de la page, le document exact que mon système d'audit avait automatiquement tiré du coffre-fort. Annexe et ci-jointe, a lu Bradley, sa voix à peine audible maintenant. Divulgation des obligations de dette non standard. 45 millions de dollars transférés de Overseas Yield Limited, une entité personnelle appartenant à Bradley Thorne. La salle a sombré dans un chaos absolu. Les investisseurs se sont levés de leur siège, criant d'indignation. Les associés principaux ont sorti leur téléphone portable, ont aboyé des ordres urgents à leurs services juridiques et ont exigé un gel immédiat de tous les transferts en attente. Les membres du conseil d'administration se sont rassemblés en un groupe paniqué près des portes latérales, regardant Charles Thorne avec une fureur pure. Charles s'est effondré en arrière dans un fauteuil moelleux de la salle de bal, la tête entre les mains, complètement sans voix et brisé. Et là, sous les lumières blanches aveuglantes de la scène, se tenait Bradley Thorne. Le fils de PDG arrogant et gâté, qui était entré dans ma salle de conférence 24 heures plus tôt, m'avait ri au nez, avait froissé mon rapport d'audit des risques de 50 pages en une boule serrée et l'avait jeté à la poubelle. Il se tenait entièrement seul, exposé comme un fraudeur devant toute l'industrie de l'investissement. Et parce qu'il avait jeté ma signature, la page 4 l'avait dépouillé de son bouclier juridique, le laissant personnellement responsable de 45 millions de dollars de dettes frauduleuses. J'étais assise tranquillement tout au fond, observant l'effondrement avec un calme complet. J'ai fermé mon carnet, j'ai glissé mon stylo dans la poche de ma veste et j'ai regardé le piège se refermer complètement. Les retombées du sommet de ce matin-là ont été rapides, brutales et absolues. Dans les 2 heures qui ont suivi l'effondrement de la salle de bal, notre conseil d'administration a convoqué une session exécutive d'urgence dans la salle de conférence principale au 42e étage. Warren Gallagher et le groupe d'investisseurs principal ont rejoint la réunion par vidéoconférence sécurisée, livrant un ultimatum clair et non négociable. Soit Charles et Bradley Thorne étaient immédiatement démis de leurs fonctions dans l'entreprise, soit chaque partenaire institutionnel déposerait une plainte civile conjointe et soumettrait des renvois pénaux formels aux régulateurs fédéraux. Parce que la page 4 avait légalement dépouillé Bradley de toutes les protections d'indemnisation de l'entreprise, l'équipe juridique de la société a refusé de le défendre.
les régulateurs fédéraux sont intervenus avant la fin de la journée ouvrable, émettant une ordonnance formelle qui a gelé les comptes bancaires personnels de Bradley. Ses portefeuilles de négociation et ses biens immobiliers pour couvrir les 45 millions de dollars de dettes frauduleuses qu'il avait tenté de faire supporter aux investisseurs. À 15 h cet après-midi-là, le Conseil a voté par 10 voix contre 0 pour licencier Charles Thorne pour faute grave, le privant de son indemnité de départ, de ses options sur actions et de sa retraite de cadre. Immédiatement après ce vote, le Conseil m'a appelé dans la salle. Ils n'ont pas baissé les yeux sur leur carnet cette fois. Ils ne m'ont pas traité avec condescendance ni dit de laisser le 109 innover. Le président du Conseil s'est levé, m'a tendu la main et m'a offert le poste de présidente directrice générale par intérim, soutenu par un important package d'actions et une autorité complète et absolue sur toutes les opérations et la gouvernance de l'entreprise. J'ai accepté le poste à une condition, une autorité totale pour reconstruire la structure de conformité de l'entreprise à partir de zéro, sans aucune interférence des cadres supérieurs restants. Le Conseil a accepté sans un seul moment d'hésitation. 3 jours plus tard, un lundi matin clair, je suis entré dans le bureau d'angle du dernier étage. La pièce avait été complètement vidée. Les meubles en cuir coûteux que Bradley avait commandés sur la carte de l'entreprise avaient disparu, remplacés par un design épuré et fonctionnel. Le soleil se déversait à travers les immenses baies vitrées, illuminant l'horizon de la ville en contrebas. Je me suis dirigé vers le bureau en acajou, le même bureau où Charles Thorne s'était tenu 4 jours plus tôt lorsqu'il m'avait banni au sous-sol sans fenêtre. Mon assistante a frappé doucement à la porte en verre ouverte et est entrée. Elle portait un seul document fraîchement relié dans ses mains. Votre mandat de gouvernance des risques et du portefeuille mis à jour, mademoiselle Holloway, a-t-elle dit respectueusement, en plaçant doucement le document au centre du bureau en acajou. C'était une copie physique impeccable et fraîchement imprimée de mon rapport d'audit des risques de 50 pages. Le même document que Bradley avait déchiré le long de la tranche, froissé en boule et jeté dans la poubelle en acier inoxydable. J'ai baissé les yeux sur la page de couverture, j'ai vu mon nom imprimé clairement en haut en tant que présidente directrice générale, et j'ai hoché doucement la tête. Merci, ai-je dit gentiment. Ce sera tout. Je me suis approché de la grande fenêtre en verre, tenant une tasse chaude de café noir dans mes mains. En bas dans la cour, 42 étages plus bas, j'ai vu 2 gardes de sécurité en uniforme escorter Bradley Thorne hors du bâtiment par les lourdes portes tournantes. Il portait une veste simple, transportant ses effets personnels dans une petite boîte en carton cabossé. Il avait l'air petit, brisé et complètement défait alors qu'il se dirigeait vers la rue, montant dans un taxi qui attendait pendant que des journalistes prenaient des photos de derrière la barrière de sécurité. J'ai pris une lente gorgée de mon café, sentant la chaude lumière du soleil sur mon visage. Bradley Thorne pensait qu'avoir un titre de direction et un père riche lui donnait un pouvoir absolu. Il pensait que l'arrogance pouvait remplacer la compétence et que les règles n'étaient destinées qu'aux personnes calmes et travailleuses qui s'assoient au fond de la salle. Il a appris la leçon la plus dure de sa vie. Le vrai pouvoir en affaires n'appartient jamais à la personne la plus bruyante de la pièce. Il appartient à la personne qui connaît les règles, garde son sang-froid et construit tranquillement le piège.